Bonjour à tous. Alors, mon sujet de conférence aujourd'hui, on va sortir un peu du Moyen-Orient que je présentais habituellement avec la série d'Irak que j'ai présentée, et on va revenir un peu en Asie. Asie que j'ai déjà présenté sur une conférence sur la Chine, sur la première moitié du cycle de l'humiliation. Donc, mais là, ce sujet de conférence, il va se porter sur le Japon. Euh, alors, je vais quand même vous faire une petite introduction, hein, mais c'était aussi un peu dans ce que j'avais écrit pour présenter la conférence. On a tendance à beaucoup présenter le Japon comme un pont, en fait une sorte de terre où la coexistence entre la tradition et la modernité, de forces qui sont complètement opposées, d'ailleurs, qui sont irrémédiablement opposées. On a tendance à présenter le Japon comme une sorte un pont parfait entre les deux, où les deux concepts coexistent dans un écosystème qui est l'écosystème japonais. Euh, euh, le... Mais moi, je vais vous dire une chose. On va essayer d'un peu démonter ce mythe du Japon qui est un excellent pont traditionnel entre tradition et modernité, parce que, en fait, quand on regarde d'un peu plus près l'histoire japonaise au niveau de justement cette optique de vue, on remarque tout de suite une chose, c'est que cette coexistence n'a jamais existé. Ou du moins, elle a existé, mais sur une période à très court terme, en fait. Et en réalité, quand on regarde, c'est que ces deux forces qui sont la tradition et la modernité se sont incarnées sur des concepts qui sont exclusivement japonais et qui se sont toujours livrés un combat à mort. Je dirais même, quand on regarde l'histoire japonaise, que le, le Japon, en fait, est un théâtre d'affrontement et le plus violent théâtre d'affrontement entre ces deux forces. Ce qui est assez vrai quand on regarde les implications, etc. Et, euh, et donc voilà, donc ce mythe complet, c'est un peu une fausse coexistence, hein. Mais c'est juste que pourquoi on dit que c'est un pont entre la tradition et la modernité, c'est parce que justement dans cette opposition, cela a été le moteur, on va dire, le moteur national japonais euh, pendant son histoire moderne, on va dire. C'est ça le truc. Donc, pour vous introduire un peu le Japon, il faut que je vous parle quand même de deux choses. D'abord, c'est avant d'aller sur plus en détail, c'est sûr concernant l'un des points où la modernité et la tradition va s'opposer le plus, c'est concernant tout ce qu'il y a autour de l'empereur, on va dire. Alors, pour vous présenter le rôle de l'empereur, très rapidement, hein, parce que c'est assez complexe au niveau du détail, mais l'empereur du Japon a un rôle qui est très précis. Euh, le, L'empereur du Japon, alors pour vous dire, avant il avait une nature qui était semi-divine. Alors, non, c'est pas l'empereur Palpatine. C'est même peut-être au niveau de la signification un peu plus au-dessus que l'empereur de Palpatine, hein. Parce que le rôle, le, la nature de l'empereur avant que Hirohito fasse sa déclaration d'humanité en 1948, le rôle de l'empereur c'était un rôle qui était de nature semi-divine. Euh, C'est-à-dire que l'empereur était le descendant de la déesse du soleil, Amaterasu. Dans la tradition japonaise, en gros, la déesse du soleil Amaterasu va envoyer son petit-fils au Japon, et son petit-fils au Japon va avoir une descendance, et cette descendance, c'est l'actuelle dynastie impériale. C'est pour ça, d'ailleurs, que la plus vieille dynastie du monde, c'est la dynastie impériale japonaise. Pourquoi? Parce qu'elle est descendante, justement, de la déesse du soleil Amaterasu. Alors, en fait, et le rôle de l'empereur, euh, au-delà d'être un dirigeant, avant d'être un dirigeant politique, une représentation politique du Japon, il est aussi le gardien des valeurs du Japon. Et les valeurs du Japon vont être incarnées de ce qu'on appelle euh, le, l'esprit de Yamato. L'esprit de Yamato, c'est quoi? En fait, une sorte de construction, on va dire un ensemble de valeurs
qui définit les valeurs japonaises, au niveau de la spiritualité, du shintoïsme, etc. Et aussi des valeurs, on va dire, guerrières, bien que les valeurs guerrières, etc., c'est un peu plus après avec le code du Bushido. Mais en tout cas, ça englobe la tradition japonaise. Et c'est donc autour de l'empereur que va se jouer en fait un combat entre la tradition et la modernité. C'est un des points les plus sensibles. Et le deuxième point sensible, c'était concernant aussi l'esprit guerrier japonais. Parce que en fait, la tradition, elle va pas s'incarner sur un ensemble de concepts, mais elle va s'incarner sur un concept qui est l'esprit guerrier japonais. Et cet esprit guerrier japonais va longtemps été une sorte d'opposition en fait longtemps à la modernité japonaise. Voilà. Et donc voilà, c'était donc pour vous présenter le tableau général donc au niveau de la société japonaise. Euh, alors, on va parler donc tout d'abord de la restauration Meiji. Donc, alors, pour vous présenter un peu, tout d'abord, la restauration Meiji. La restauration Meiji, c'est quoi? C'est un ensemble une période un peu charnière de l'histoire moderne du Japon. La restauration Meiji, comment dire, elle est très importante justement parce que c'est justement elle qui va construire le Japon moderne et qui va donc introduire la modernité au Japon. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait juste avant la période de la Meiji? En fait, il faut savoir, c'est que le Japon était dirigé par un shogunat. Le système shogunal. Le système shogunal qui est une construction de pure, comment dire, une construction purement seigneuriale en fait. Pourquoi? Parce que l'empereur du Japon, alors avant l'empereur du Japon, comment dire, l'empereur du Japon était le dirigeant officiel hein, de l'empire du Japon. D'ailleurs, l'empire du Japon s'appelait aussi l'empire du Japon pendant la période du shogunat. Mais l'empereur du Japon ne régnait pas, ne gouvernait pas. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de pouvoir politique au niveau, parce qu'il ne s'impliquait pas dans la politique. L'empereur du Japon, à ce moment-là, avait un rôle qui était purement spirituel, donc j'avais dit gardien des valeurs de l'esprit Yamato. C'était donc son rôle et il ne s'impliquait pas dans la politique. C'était une tradition qui était instaurée de siècle en siècle et c'était vraiment, il ne fallait pas s'impliquer dans la politique. Et donc il y avait donc un système, euh, un système shogunal. Donc le système shogunal, alors pour vous présenter comment il s'est construit le système shogunal, le shogunat Tokugawa. Donc c'est le shogunat Tokugawa qui avait régné pendant 2 siècles. Donc c'était de 1600 jusqu'à la restauration Meiji. Alors, pour vous présenter un peu, le shogunat Tokugawa fait en fait, sa période prédécesseur, sa période avant, c'était la période de Sengoku, l'ère Sengoku. Vous avez sûrement déjà entendu parler de l'ère Sengoku, mais en gros, c'était une période d'extrême guerre civile entre les daimyo samouraïs, les seigneurs samouraïs qui se disputaient le leadership politique. Vous avez sûrement déjà entendu parler. Donc c'était une période qui s'était vraiment étendue sur extrêmement longtemps, puisqu'elle débute fin du XVe siècle jusqu'au début 1600. En 1603 est terminée la période Sengoku. Et donc, le shogunat Tokugawa va donc enclencher des réformes qui aura pour deux objectifs principaux un équilibre de force avec les Occidentaux, que les Japonais considéraient très mal parce que il y avait une influence du christianisme, etc., qui était un peu forte, et d'ailleurs que le shogunat Tokugawa va énormément réprimer. Hein. Si vous savez, donc le shogunat Tokugawa va faire énormément par exemple, de crucifixion, de répression, etc. Il y a même des révoltes de japonais convertis au christianisme contre le shogun. C'est assez énorme. Et donc, il va faire d'autres réformes. Bon. Euh, alors, donc, on est sur une période d'isolation hein, du Japon. Hein. D'ailleurs, ça reprend un peu la même chose que la Chine avec les Ming, où la Chine aussi elle va elle aussi s'isoler. Hein. D'ailleurs, c'est amusant, hein, si on veut faire un petit intermède, mais
C'est amusant comme quoi la Chine et le Japon vont employer la même trajectoire, mais vont pas connaître le même destin au niveau de ça. Donc, le Japon est donc dans une isolation totale. Seule une nation étrangère est acceptée au niveau du commerce. Une seule nation occidentale, c'est les Hollandais. Les Hollandais qui vont continuer leur commerce, hein, ils auront un monopole du commerce au Japon. Les Portugais et les Espagnols seront complètement réprimés parce que les Portugais et les Espagnols, en fait, dans leur commerce, faisaient un peu d'influence politique, justement avec les conversions du christianisme. Et ça, le shogun n'aimait pas. Euh, donc les Hollandais étaient la seule nation acceptée. Alors, bon, j'ai présenté très vite hein, le shogunat Tokugawa, mais le shogunat Tokugawa va énormément en fait contribuer à ce qui va faire la restauration Meiji. Donc le shogunat Tokugawa va faire énormément de réformes au niveau pour donc préserver la paix. Et une de ces réformes, c'est le fait que les seigneurs, donc les daimyo samouraïs, les seigneurs samouraïs doivent en fait être dans le à donc la capitale japonaise qui deviendra Tokyo par la suite. C'est pour ça qu'on appelle la période du shogunat Tokugawa l'ère Edo. Euh, ils doivent en tout cas rester un an sur deux à Edo. Ce qui fait que la classe samouraï étant déracinée de sa terre, hein, les daimyos sont déracinés de leur terre, et la période Edo va aussi provoquer un déclin de la classe samouraï, parce qu'en fait, la classe samouraï, donc c'est une classe qui est militaro-administrative, hein, c'est la plus haute classe au sein de la société japonaise, parce que la société japonaise, elle est divisée en 5 catégories qui sont hiérarchiques. Tu as on a donc au sein de cette société, on a les marchands qui sont ceux qui ne créent rien. Donc les marchands sont en bas de la classe. On a après les artisans qui sont ceux qui créent. On a après les paysans qui sont un peu plus en haut, qui sont ceux qui, euh, ceux qui alimentent le Japon, etc. Ce sont les paysans. Et puis après, nous avons les guerriers qui sont au sommet de la classe sociale. Enfin, la classe sociale plutôt, un ordre social. Euh, et sauf que les samouraïs sont dédiés à faire la guerre. Et pourquoi en fait le shogunat Tokugawa fait ses réformes contre la classe samouraï? C'est parce qu'en fait c'est une classe qui est très, comment dire, qui est très indisciplinée au pouvoir central. C'est-à-dire que elle va provoquer toujours, elle va vouloir provoquer des guerres parce que c'est son rôle. D'ailleurs, ce qui fait à un moment une autre guerre civile dans l'ère Sengoku, c'est justement que la classe samouraï a pressé le shogun d'envahir la Corée. Ce qui va être une totale catastrophe, c'est la guerre d'Imjin, hein, c'est une totale catastrophe. Bon, passons. Et en fait, donc, la classe militaro-administrative, qui est la classe samouraï, va devenir une classe de fonctionnaires, on va dire. Euh, Leur rôle de samouraï va devenir peu à peu un rôle de fonctionnaire en chef, on va dire. Ce qui fait que ça enclenche un déclin de la classe samouraï qui va contribuer donc après à la restauration Meiji. Ce qui arrive à la restauration Meiji, qu'est-ce qui se passe avec la restauration Meiji? Donc, la restauration Meiji commence dans les années, on va dire 1858. En fait, ce qui se passe, c'est que le shogunat est en crise. Pourquoi? Parce que le shogunat donc va construire des réformes, donc va devenir une économie agraire. Le problème est que la croissance démographique japonaise, le fait aussi que il y a très peu d'argent et d'or au Japon, ce qui fait que la monnaie est très rare et elle s'effondre en termes de valeur. Euh, donc, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura de multiples crises. Hein, il y aura de multiples crises dans le shogunat. Ce qui fait que l'économie du shogunat Tokugawa est très stagnante. Elle ne va pas plus évoluer, etc. Et, euh, et aussi, bah, vous devez donc savoir, mais c'est que dans le 19e siècle, il y a l'expansion coloniale des Occidentaux. Et l'expansion coloniale en Asie, elle va commencer sur une première guerre que vous connaissez tous, c'est la première guerre d'opium, dans les années 1840.
Les Japonais ayant reçu la nouvelle se disent qu'ils vont bientôt être les prochains. Et c'est ce qui va se passer puisque, en fait, ce qui va se passer, le début de la crise, ça va être en 1854. 1854, une escadrille, donc une flotte américaine, hein, commandée par le commodore Matthew Perry, euh, va, va vouloir imposer à une mission, c'est-à-dire imposer donc la même chose qu'en Chine, c'est-à-dire forcer les à rentrer dans le commerce mondial et donc à faire des traités inégalitaires, hein. C'est les fameux traités de Nanjing au niveau 1842, hein. Ils veulent refaire la même chose. Et c'est ce qui se passe. Les Américains, dans leur extrême délicatesse, comme on les connaît tous, vont. La flotte arrive donc dans la baie d'Edo, hein, ce qui va être une sorte de spectacle saisissant pour les citoyens japonais habitant à Edo, parce que c'est des navires noirs à vapeur, etc., hein, donc voilà. Euh, les navires américains arrivent à Edo et le commodore parvient à forcer le shogun de faire ce qu'on appelle la convention de Kanagawa, où les ports japonais sont ouverts aux Américains. 3 ports sont ouverts aux Américains. Et par la suite, un émissaire sera envoyé et il va encore plus négocier avec le shogun. Donc, la baisse des droits de douane à l'importation et à l'exportation est très baissée. Donc voilà. Ce qui ne plaît pas, hein, d'ailleurs, à une élite politique japonaise. Et en fait, vient l'idée en fait que le Japon doit à tout prix se moderniser, doit à tout prix rattraper les Occidentaux pour établir un équilibre de force. Et on a comment dire, deux forces au Japon qui sont pour cette idée-là. Nous avons d'abord l'empereur qui de plus en plus s'implique dans la politique japonaise, c'était du jamais vu d'ailleurs avant, hein, que l'empereur s'implique dans la politique. Ça s'appelle le mouvement, il s'appelle Ishin Shishi. Le mouvement Ishin Shishi, c'est une sorte de mouvement d'activistes qui va se mettre autour de l'empereur et qui disent que le gouvernement shogunal est incapable de gérer les crises et donc il doit y avoir une recentralisation autour de l'empereur. Et nous avons ce qu'on appelle l'alliance Sacho. L'alliance Sacho, c'est quoi? C'est que, en gros, le shogunat Tokugawa ne dirige pas toutes ces terres, hein, ne dirige pas toutes les terres japonaises. Il y a donc encore des daimyos, et en fait, il y a des daimyos japonais qui ont des liens plus ou moins privilégiés avec les Occidentaux. Notamment ce qu'on appelle l'Alliance Sacho, c'est un ensemble de clans japonais, notamment l'Alliance. Donc on a comme principal clan de l'Alliance Sacho, c'est les Satsuma. Les Satsuma sont après gérés par Saigo Takamori, qui est un personnage qui est assez central au Japon après, hein, attention. À retenir pour la suite. Par la suite, donc, l'empereur Komei l'empereur Komei va faire plusieurs édits politiques, ce qui est encore une fois jamais vu. Il va vouloir exclure les étrangers, etc. Donc il fait des édits sur ça. Donc il y a des séries de meurtres sur les marchands occidentaux, ce qui était assez violent. Les Occidentaux répondent par des bombardements sur les ports, hein, oui, avec l'extrême délicatesse comme on les connaît. Et le shogun est de plus en plus en crise. Pourquoi? Parce qu'on a les réformateurs, ceux qui préfèrent suivre les propositions du mouvement Ishin Shishi, qui propose comme candidat Yoshinobu, le Tokugawa Yoshinobu, mais on a les conservateurs qui sont plus puissants, qui sont gérés par le grand régent à ce moment-là, le régent du shogunat qui était Lie Naosuke. Alors au tout début, Lie Naosuke va donc canasser le pouvoir autour des conservateurs. Mais par la suite, il va se faire assassiner et en fait, il va y avoir plusieurs purges entre les deux mouvements. Et ce qui va se passer, c'est que par la suite, l'empereur Komei mourant va donc laisser sa place à un certain jeune homme qui est Mutsuhito. Mutsuhito qui va être connu pour être après l'empereur Meiji. Donc, ce fameux Mutsuhito va donc se faire appeler Meiji. En fait, c'est que
Oui, oui, c'est vrai que ça fait beaucoup de noms, mais c'est vrai qu'ils se ressemblent tous. Mais les donc Meiji va vouloir, comment dire? Va vouloir faire une alliance avec l'alliance Sacho. Avec l'alliance Sacho, avec les Satsuma et ce qu'on a très vite va s'engager ce qu'on appelle la guerre du Boshin. La guerre du Boshin, c'est quoi? C'est que l'armée impériale, donc qui est composée donc des clans modernistes japonais, donc l'alliance Satsuma, etc., Satsuma, Toga, etc., ils vont faire donc la guerre donc contre l'administration shogunale. Le, la guerre du Boshin va être gagnée par l'empereur du Japon. Et donc le shogunat Tokugawa s'effondre totalement. Euh, et donc va se faire appeler ce qu'on appelle la restauration Meiji. C'est ce qu'on appelle la restauration Meiji, qui est en fait une suite d'événements pendant qui va se faire appeler la restauration. Et on parle de restauration parce que le pouvoir de l'empereur est rétabli sur les terres japonaises. Donc, Meiji. Alors, la restauration Meiji, donc l'ère Meiji, va s'accompagner sur des réformes. Donc, la centralisation de l'armée, par exemple, donc la création d'une armée nationale totalement moderne, euh, une industrialisation qui va être énorme, euh, et donc aussi une promesse politique, donc une création un parlement bicaméral, c'est-à-dire deux chambres qui sont élues démocratiquement, euh, instauration d'un suffrage. Bon, après, alors attention, le suffrage, il est comme en France en 1840, c'est-à-dire que il est censitaire, hein, c'est ceux qui sont les plus riches hein, qui peuvent voter. Hein. C'est par la suite qu'après, il y aura le suffrage universel masculin. Hein. Euh, donc, et l'ère Meiji va donc s'accompagner d'une occidentalisation de la société japonaise. Hein, le code vestimentaire change, hein, d'ailleurs. Et d'ailleurs, une des mesures qui va énormément faire grincer les dents les samouraïs, qui sont toujours là, qui est l'interdiction du port d'armes dans la société japonaise, ce qui fait que les samouraïs ne peuvent plus être reconnaissables parce qu'ils sont reconnaissables avec leur sabre. Hein, voilà. Et ça, et là, attention, donc comme je vous avais dit, il y avait une alliance entre les clans samouraïs modernistes et le Meiji, mais cette alliance samouraï qui est l'alliance Sacho va trouver ça d'un mauvais œil, hein, ces réformes, cette occidentalisation de l'esprit japonais. Oui, oui, donc, bah oui, mais le film Tokyo s'inscrit dans ce contexte-là. Hein. Et donc, le fameux Saigo Takamori, qui est un des hommes centraux de la restauration Meiji, va se retourner peu à peu contre l'empereur, parce qu'il déteste donc cette occidentalisation, voilà. Et en fait, l'esprit guerrier samouraï va très vite s'estomper en fait pendant cette restauration. Et c'est donc toute une culture, hein, ce qui est triste, hein, c'est que c'est toute une culture guerrière qui est complètement abandonnée hein, d'ailleurs par le Japon. Et donc va se révolter Saigo Takamori, donc la révolte des Satsuma, ou alors la guerre du Sud, où en fait c'est un peu le dernier baroud d'honneur de la classe samouraï, qui était déjà déclinante. Hein. C'est vraiment le baroud d'honneur de la classe samouraï. Les Satsuma se révoltent contre l'armée impériale, mais l'armée impériale, forte de 300 000 hommes et complètement modernisée, on va dire les écrase en quelques jours, on va dire. Et c'est vraiment le dernier baroud d'honneur. Et justement, la révolte des Satsuma a été soutenue quand même par les Français qui voyaient un intérêt pour déstabiliser l'empereur, parce que l'empereur se rapprochait beaucoup des Prussiens, des Anglais, etc. Donc pour la France, c'était pas ouf. Et donc, ils ont soutenu les Satsuma, et c'est donc là où on arrive au dernier samouraï, qui était un Français. Hein. Je ne sais plus comment c'est vu que son nom, hein, mais et mais c'était donc le dernier samouraï qui était donc un Français et pas un Américain comme disent les Américains. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Jules Bruet, je pense, il s'appelle, je pense. C'était donc le dernier baroud d'honneur de la classe samouraï.
Et la révolte de Saigo Takamori, je pense que c'était en 1878, hein, en fait. Et donc voilà. Et en fait, là, c'est la première chose, hein, c'est la première chose à savoir concernant le sujet de la conférence, qui était donc un affrontement entre la modernité et la tradition. C'est quoi? C'est donc le baroud d'honneur de la classe samouraï, donc avec la révolte Satsuma. C'est là où en fait on a la première friction entre la modernité donc la tradition qui s'incarne dans l'esprit guerrier japonais avec le Bushido, si vous ne connaissez pas. Et donc l'ère Meiji, par la suite, bon, je vais passer l'ère Meiji hein, parce que par la suite après pas grand chose se passe si ce n'est que les guerres au niveau de la guerre russo-japonaise en 1905 qui confirme le Japon dans un stade de grande puissance et qui va aussi changer l'esprit japonais, puisque c'est là où l'esprit japonais se dit, mais en fait, on est les seuls peuples d'Asie qui sont un peu plus fiables que les autres. Et donc, on a une destinée manifeste japonaise qui se caractérise par une expansion, etc. Donc, voilà. C'est un peu l'avènement le commencement du militarisme japonais. L'empereur Meiji va donc régner jusqu'en 1912, où il va mourir après, je pense, d'une maladie, ou de vieillesse, mais un des deux. Et va arriver donc l'ère Taisho. Alors l'ère Taisho, bon, elle va durer très peu de temps l'ère Taisho, hein, parce que donc c'est son fils hein, qui reprend les rênes du pouvoir. Et l'ère Taisho, comment dire, on va dire que elle est importante pour une chose, c'est que alors l'empereur qui prend le pouvoir à la place de Meiji, et on va dire est très affaibli. Pourquoi? Parce qu'il est handicapé. Il est, euh, Ses capacités de déplacement sont assez limitées. Et en plus de ça, il a une détresse mentale, c'est-à-dire qu'il est assez perturbé mentalement. Ce qui fait qu'il est très peu présent hein, dans les affaires de pouvoir de l'Empire du Japon. Et en fait, l'affaiblissement de l'empereur, de la figure de l'empereur, va arriver une ère qu'on appelle l'ère Taisho, c'est-à-dire que, ben, en fait, ça va être une ère de libéralisation politique. Et oui, parce que la constitution qu'a fait Meiji, etc., c'est une constitution qui ressemble beaucoup à, au modèle prussien, ce qui prouve d'ailleurs les liens entre les Prussiens et les Japonais, hein, d'ailleurs. Hein. Euh, En fait, la figure de l'empereur va être très centrale et en fait, ça avait une sorte de monarchie constitutionnelle, mais très autoritaire. Euh, et en fait, à la base, il y avait donc un système bipartite qui était instauré, c'était donc le système Genro, et c'est qu'il y avait avec un mouvement conservateur et un mouvement réformateur. Mais en fait, non, maintenant, il va y avoir, avec l'ère Taisho, un pluralisme politique plus important, où on aura même une entrée des socialistes dans le Parlement. Je l'ai jamais vu, parce que les socialistes étaient très mal considérés, d'ailleurs, par les Japonais. Mais il y avait donc des socialistes qui rentraient dans le Parlement, et qui étaient même commencé à prendre en popularité. Euh, mais aussi l'ère Taisho va se caractériser par une chose, c'est aussi l'effervescence de la politisation de l'armée japonaise. Alors, pour vous présenter un peu, l'armée japonaise est un peu un des piliers du pouvoir impérial. Hein. C'est l'empereur du Japon a un pouvoir militaire qui est absolu. Mais comme je vous avais dit, donc la classe samouraï va être déclinée, mais où va se passer les familles samouraïs? Elle va intégrer donc l'armée centralisée. Et donc, euh, on a donc une classe militaire, mais qui est très érudite, hein, qui est très, qui va se spécialiser dans plusieurs domaines, voilà, donc dans la politique, surtout dans la politique, surtout dans la théorie politique et dans la théorie stratégique militaire. On a une véritable effervescence, hein, d'ailleurs, de cette pensée stratégique japonaise, ce qui est d'ailleurs assez admirable, hein, d'ailleurs, au niveau de ça. Et donc, on aura donc l'émergence de plusieurs factions dans l'armée. L'armée va être très englobée de factions. Alors, bon, je passe hein, les différentes factions, mais disons que on a des factions de l'armée qui, par exemple, sont contre la limitation budgétaire de l'armée. T'en as d'autres qui sont pour.
Voilà, donc parfois c'est des factions qui se créent sur ce genre de questions, hein, c'est pas très intéressant. Il y a aussi la marine qui va devenir aussi une faction en elle-même, voilà, donc voilà, on a une faction qui se crée, et donc on a vraiment une effervescence de la pensée politique de l'armée japonaise. Ce qui va d'ailleurs s'estomper après la fin de la Seconde Guerre mondiale, hein. Et donc, dans cette effervescence de la pensée politique japonaise, on a une faction qui apparaît. Que je vais présenter plus tard, mais on a une faction qui apparaît, qui est la faction de la voie impériale, qui est la faction Kodoha. À retenir pour la suite. Voilà. Je vous dis simplement à retenir pour la suite. Et en fait, cette armée va être de plus en plus impliquée, hein, politiquement dans la politique japonaise. Et en fait, ça va être très paradoxal. L'ère Taisho va amener donc un pluralisme politique plus important, mais en même temps, cette démocratie fragile qui s'instaure petit à petit va être, comment dire, très contestée par l'armée, hein. L'armée va vouloir véritablement vouloir décider des décisions politiques. Ce qui, en plus, s'accompagne avec l'affaiblissement de l'empereur, hein, d'ailleurs, de la figure de l'empereur. Et ça qui va amener à des oppositions assez fortes. Et d'ailleurs, petit à petit, l'armée va imposer que bah, ceux qui vont être premiers ministres sont soit des anciens membres de l'armée, des anciens généraux de l'armée ou des généraux de l'armée. Ce qui va être, on va dire, qui va être très, qui va être, comment dire, va amener une position qui est très forte. Et on a aussi, donc aussi l'émergence d'une classe. Bon, ça aussi, je dois vous présenter, c'est les Aibatsu. Alors, les Aibatsu, comment dire? Donc, comme je vous avais dit, que les samouraïs étaient devenus des fonctionnaires, hein, des fonctionnaires en chef pendant l'ère Edo. Donc, une partie des samouraïs, après la restauration Meiji, va être dans l'armée japonaise. Une autre, par contre, va se convertir en tant qu'économiste, en tant que conglomérat industriel. C'est donc une classe qui va se créer tout autour de la figure impériale, une noblesse, hein, qui va gérer donc des grands conglomérats industriels, qui va construire des empires financiers importants. Et on a notamment, par exemple, les Mitsubishi. Si vous ne connaissez pas les Mitsubishi, ben, Mitsubishi, c'est la marque d'automobile japonaise, tout le monde connaît, hein. Et Mitsubishi est géré par une famille samouraï, qui est la famille une famille de Zaibatsu. On a d'autres grands groupes, hein. On a par exemple Nissan, etc. Beaucoup vont se mettre dans l'automobile, hein, d'ailleurs, hein, voilà. Et dans la télécommunication aussi, hein. Et comment dire, je ne vous surprendrai pas que cette classe va énormément avoir pouvoir d'ailleurs dans la politique japonaise. Beaucoup vont, comment dire, beaucoup vont dominer la politique japonaise par leur financement, etc. Ce qui va crisper une partie de l'armée et qui est donc la faction Kodoha et une partie de la politique japonaise. Pourquoi? Parce que les Aibatsu vont être très technocrates et très libérales, c'est-à-dire qu'ils vont instaurer donc le libéralisme, la modernité, etc. Et donc la modernité va s'incarner auprès des Aibatsu. Voilà, point à retenir. Donc, l'ère Taisho se termine en 1926, puisque l'empereur du Japon meurt à ce moment-là. Vraiment, il avait une santé très fragile, etc. Donc, euh... euh... et donc, attends, tout d'abord, je vais boire un peu, s'il vous plaît, parce que voilà, parce que je vais parler pendant beaucoup de temps. Et voilà. Est-ce que ça va pour l'instant? Est-ce que vous comprenez pour l'instant la chose? Je sais qu'il y a beaucoup de noms, hein, il y a beaucoup de concepts, etc. Mais j'essaye de vous expliquer au maximum, donc voilà. Oui, il y a beaucoup de choses, hein, vraiment, il y a beaucoup de choses. Mais là, c'était une période charnière de l'Empire du Japon, ce qui, comment dire, il y avait donc beaucoup de choses à présenter, etc. Et je devais quand même un peu restreindre un peu tout ça. Mais maintenant, maintenant, un, on va voir un paysage politique qui va être mieux présentable, on va dire, moins bordélique. Parce que de toute façon, c'est l'Asie, hein, de toute façon, je vais vous dire, hein, mais l'Asie a vraiment une histoire très bordélique et il faut toujours présenter plein de choses en même temps à chaque fois pour présenter quelque chose. Et donc voilà. Alors, on va reprendre. Alors, donc, 1926, l'ère Taisho se termine. On commence donc l'ère Showa. L'ère Showa, c'est que, pas Showa
le fameux Holocauste, hein, attention. Dans mais Showa, pourquoi? Parce que c'est l'ère d'Hirohito, hein, l'ère Shorba. Voilà, je vais pas me voilà. Mais l'ère Showa, alors donc je vais appeler l'ère Hirohito, hein, parce que vous connaissez Hirohito, donc c'est très reconnaissable. Alors, on a donc dans une société du Japon, 1926 jusqu'en 1936, où, comment dire? On a une montée du militarisme japonais. Pourquoi montée du militarisme japonais? Vous connaissez donc vous connaissez un peu peut-être l'histoire, mais le Japon va vraiment enclencher une expansion coloniale qui va être très forte. Alors tout d'abord, ça va être en 1905 avec la Mandchourie et l'acquisition de Taïwan, donc Formose, hein, qui va devenir région japonaise, un protectorat puis une région japonaise. Les îles Ryukyu, qui étaient chinois à la base, hein, oui, oui, hein, attention. Et donc aussi en 1910, l'annexion de la Corée. Voilà. Occupation, c'est donc le début de l'occupation japonaise en Corée, qui va être très, 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 comment dire, très, très forte. 1932, 1932, nous avons donc l'envahissement de la Mandchourie, hein, c'est l'incident de Mukden, où l'armée japonaise envahit la Mandchourie et va instaurer le l'état fantoche du Manchukuo. Si vous connaissez pas le Manchukuo, en gros, les Japonais vont reprendre la dynastie impériale Qing avec le dernier empereur qui est Puyi. Et en gros, les Japonais vont installer la dynastie impériale en Mandchourie, ce qui est bien parce que c'est une dynastie mandchoue, les Qing. Et donc voilà, Mandchourie, voilà, ça fait sens. Ils vont instaurer un gouvernement fantoche et ça va être un peu l'équivalent du Raj britannique japonais. C'est-à-dire on est vraiment la perle du Japon où va installer l'industrie japonaise, donc celle des Abeitsu, etc. Et va donc se développer plusieurs doctrines au Japon. Nous avons tout d'abord, on a premièrement, on a deux doctrines qui s'affrontent hein, pour le Japon. On a la doctrine Okushinron, la doctrine Okushinron, alors la doctrine du Nord, qui dit que l'expansion du Japon doit se faire par le Nord, c'est-à-dire combattre l'Union soviétique. L'Union soviétique doit être l'ennemi principal du Japon. euh... Avec tes blagues, ça me fait rire à chaque fois. Euh... euh... Donc la doctrine Okushinron, c'est-à-dire la doctrine où l'Empire du Japon doit s'expandre par le Nord, prendre l'extrême-orient russe, voilà, donc le Vladivostok, etc., donc ces régions-là, et doit donc abattre l'Union soviétique qui est l'ennemi principal. Et nous avons aussi la doctrine du Sud. La doctrine du Sud qui est quoi? La doctrine qui dit non, notre principal but d'expansion, c'est la Chine, c'est le sud de l'Asie, c'est-à-dire l'Indonésie, etc., parce que nous devons libérer l'Asie. Donc voilà, c'est la pensée manifeste japonaise. Là, par contre, et les deux doctrines vont se affronter par différentes factions de l'armée. La doctrine du Nord, elle va être défendue par la faction Kodoha, que vous avez sûrement déjà entendu parce que c'est au début de la conférence, avec l'ère Taisho. Et nous avons la doctrine du Sud qui est défendue par exemple par contre la marine et une partie de l'armée japonaise, hein. Mais la marine principalement avec Yamamoto, le général Yamamoto, vous connaissez sûrement, qui s'est illustré pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc on va voir la faction Kodoha. Et là, je vais donc vous présenter la faction Kodoha. Pourquoi? Parce que c'est là où là encore, ça va être le point de friction hein, de la modernité contre la, la tradition. Et la faction Koda incarne la tradition, on va dire. Alors, la faction Koda, c'est quoi son histoire? Alors, il y a deux personnalités majeures de la faction Kodoha. Alors, nous avons d'abord l'écrivain Ikikita. L'écrivain Ikikita, alors, si vous voulez vous renseigner, Ikikita, comment dire, vous allez être très, comment dire, effrayé par sa tête, hein. La photo sur Wikipédia, elle lui met pas en valeur, hein. Mais c'est un écrivain qui est très important parce qu'il fait partie de cette génération d'asiatiques, d'écrivains asiatiques qui, comment dire,
sont très nationalistes et qui théorisent le nationalisme japonais. Alors, pour vous dire, justement, Ikikita faisait partie du Tomengui, et le Tomengui, c'était quoi? C'était en fait une sorte de conférence, une sorte de franc-maçonnerie de nationalistes asiatiques, en plus donc en meilleur, hein, où tu avais donc le fameux Sun Yat-sen. Sun Yat-sen qui était le penseur du nationalisme chinois. Pour vous dire, hein, et Kiketa avait connu Sun Yat-sen. Oui. Donc voilà. Donc ça fait un donc lien avec ma première conférence sur la Chine. Hein, voilà. Si vous vous souvenez, Sun Yat-sen, voilà. Et Kiketa, comment dire, va théoriser la politique japonaise avec donc un livre qui est très important, hein, euh, qui est bon en anglais c'est excusez-moi de mon anglais, On Outline Plan to Japan Reorganization, c'est-à-dire que il va théoriser la politique japonaise au niveau politique et lui il va être très radical hein, parce que alors c'est du national-socialisme japonais. Voilà, pour ceux qui aiment bien le nazisme, etc., voilà, c'est du national-socialisme japonais. Pour lui, ce qu'il propose, c'est quoi? C'est que euh, il propose là simplement une chose. Il propose ce qu'on appelle la restauration Showa. Donc la Showa Ishin no Uta, hein, c'est le nom en japonais qui l'emploie. Il dit très clairement que les Aibatsu ont beaucoup trop de pouvoir. La politique, c'est de la merde au niveau libéral, etc. Et l'esprit japonais doit retourner donc sur la politique japonaise. Et donc, ce qu'il propose, c'est quoi? C'est la dissolution du Parlement, la dissolution de la Constitution, la fin des libertés politiques libérales, une limitation de richesse aussi. Les Japonais ne doivent pas plus s'enrichir à pas plus de 10 millions de yens, et une réforme agraire. C'est-à-dire qu'ils proposent littéralement de détruire les Aibatsu et ils préfèrent donc appliquer une réforme socialiste où chacun possède sa terre, etc. Et aussi la destruction des intermédiaires de pouvoir de l'empereur. C'est-à-dire que l'empereur doit vraiment régner de manière absolue. Hein. Euh, et donc, il va parler de ça de restauration Showa, ce qui fait référence à la restauration Meiji. Et en fait, pour lui et Kikita, les Aibatsu ont volé les bienfaits de la restauration Meiji. Et en fait, les Aibatsu sont un peu l'héritier, les vestiges du système shogunal qui revient d'entre les morts avec donc qui amène ces crises. Et donc Ikiketa parle vraiment littéralement de purge hein, de l'économie japonaise et de la politique japonaise. Euh, et va s'accompagner une deuxième personnalité, c'est celui qui est sur ma photo de profil, hein, donc qui est Sadao Araki. Alors, je ne parle pas de Araki, l'auteur qui a fait Joe Bizarre Adventure, attention, donc un très bon manga d'ailleurs, mais je parle de Sadao Araki, le général japonais. Sadao Araki qui, lui, donc est d'accord complètement avec Ikikita. Je savais que ça allait te provoquer. Qui est d'accord avec Ikikita. Et lui, par exemple, lui, c'est véritablement l'incarnation de l'esprit guerrier japonais. Alors, il est issu d'une famille prestigieuse de samouraïs qui est liée à l'ancienne famille shogunale. Et Sadao Araki va théoriser donc lui aussi donc l'avènement de l'empereur comme souverain absolu, mais aussi il va plus loin que Kikita. Lui, pardon, il veut revenir à une société quasiment féodale. Il veut abattre la modernité, parce qu'il dit que littéralement hein, que la modernité est une chose d'homme blanc. Donc il déteste donc les occidentaux. Ils disent que la citation exacte c'est quoi? C'est la pensée frivole est due à une influence étrangère au Japon. Le Japon doit arrêter de se mettre au pas des hommes blancs. Voilà. C'est pas la pensée exacte, mais c'est une citation qui était comme ça. Euh, oui, c'est un taliban nippon, hein, véritablement. Euh,
Sadao Araki veulent revenir à un système moral qui est beaucoup plus guerrier. Oui, ça me plaît, oui, oui. Qui est donc le Bushido. Ils veulent que la valeur de la société soit celle du Bushido. Il exalte le militarisme japonais et ils veulent que la société revienne donc à un système féodal. Hein. Ils veulent détruire les Zaibatsu, etc. Donc Sadao Araki, qui est très charismatique, hein, qui est très influent dans la politique et l'armée japonaise, parce que c'est quelqu'un qui est un très bon formateur, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est vraiment formateur de métier. Hein. C'est quelqu'un qui, voilà, Nippono Manikuen Taliban. Oui, oui, bah oui, exactement, si tu veux, voilà. Et donc, cette faction Kodoha va devenir un peu puissante dans l'armée japonaise. Et elle va s'opposer à une autre faction, qui est la faction Toseiha. Alors, la faction Toseiha, c'est la faction des Kitojo, hein, c'est la faction, on va dire, conservatrice de l'armée japonaise, c'est-à-dire celles qui disent, oui, bon, les délires nippono-talibans de la faction Kodoha, c'est pas pour nous. Nous, on veut préserver un ordre social qui est instauré depuis la restauration Meiji. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est juste le militarisme japonais et l'expansion japonaise. Bon. Et donc, oui, en fait, ils sont un peu en alliance avec les Zaibatsu sur ce plan-là. Hein. Et alors, ce qui va se passer, un événement, c'est l'événement de l'incident du 26 février. Alors, l'incident du 26 février, je trouve que c'est un très bel événement parce que c'est très tragique et j'aime beaucoup en termes d'histoire. Qu'est-ce qui se passe? L'incident du 26 février, en gros, des jeunes sous-officiers japonais, hein, vont en fait conduire un coup d'État. En fait, avec leur unité, etc., ils vont arriver à Tokyo. Ils prennent d'assaut les bâtiments publics, ils en prennent le contrôle d'ailleurs, et donc, ils vont purger un peu la politique japonaise qui se trouve là. Ils vont tuer donc plusieurs personnalités publiques japonaises très importantes, dont ils ont failli tuer le premier ministre, mais en fait non, ils vont le confondre avec quelqu'un d'autre. Bon, pas de chance. Euh, et ils veulent clairement que l'empereur revient dans ses pouvoirs, et donc ils veulent que l'empereur les rejoigne pour purger la politique japonaise. Donc, les jeunes officiers sont issus de la faction Kodoha. Hein. D'ailleurs, ils prennent un drapeau japonais, et sur le drapeau japonais, tu as des inscriptions qui disent vénérer l'empereur, détruire les traîtres. Voilà. Donc, pour vous dire à quel point le ton est donné. Alors, la réaction de l'empereur Hirohito, elle va être, comment dire, elle va être assez mal comprise par l'armée parce que l'armée hésite hein, à réprimer les putschistes. Pourquoi? Parce que l'armée, comment dire, l'armée est un peu d'accord avec une partie de l'armée, comme je vous ai dit, sous la faction Kodoha. Euh, est un peu sous une partie de la faction Kodoha. Comment dire concrètement, elle est un peu d'accord concernant le pouvoir trop important de la politique des Aibatsu, de la démocratie libérale. Donc, elle hésite. Elle hésite à réprimer donc les putschistes, hein, les mutins. Mais Hirohito, lui, par contre, en fait, il va être très peiné, très en rage parce que les putschistes vont tuer plusieurs de ses aides de camp et ils vont tuer aussi beaucoup de conseillers qu'il avait autour de lui. Hein. Le conseil économique, par exemple, le ministre de l'économie, euh, c'était quelqu'un qui était très proche de la famille impériale et Hirohito va être très en colère par rapport à ça et il donne carrément le ton. Hirohito réprime totalement les mutins, ils disent que ce sont des traîtres, qu'ils disent que ce sont des gens qui se sont révoltés contre l'autorité impériale, parce qu'ils ont tué donc des personnalités nommées par l'empereur, et ils menacent personnellement de prendre le commandement de l'armée et de réprimer les mutins. Et il met Tokyo en d'état d'urgence. Hein. Véritablement, il s'implique, Hirohito. Hein. Alors, les putschistes et les révoltés comprennent alors que l'empereur ne les soutient pas du tout, et donc, ils vont retourner, on va dire, ils vont arrêter le coup d'État. De même, il faut savoir, c'est que comme l'empereur est considéré comme un semi-dieu,
un ordre donné par lui et sacré. Du coup, les putschistes sont dans d'autres choix que d'accepter. Et donc, les putschistes vont, on va dire, arrêter de faire leur coup d'État. Ceux qui ont mené la révolte seront exécutés, la plupart seront exécutés, et le fameux Ikiketa, donc l'écrivain japonais, va être exécuté par la même chose. Euh, alors cet événement est très important hein, parce que déjà c'est l'avènement, vraiment c'est la confirmation que le militarisme japonais est très fort et que par la suite il va prendre le pouvoir parce qu'après la faction Kodowa va s'effondrer. Hein. Euh, à part Sadao Araki, les autres membres de l'armée vont être purgés, écartés, etc. Et la faction Tosaira va prendre le contrôle de l'armée, elle va créer un monopole dans l'armée et c'est elle qui va l'emporter politiquement sur la faction Kodowa. Et donc, c'est un élément très important aussi parce que c'est aussi ce que beaucoup vont appeler, on va dire, la dernière tentative, on va dire, la dernière tentative qui aurait pu être efficace pour sauver le Japon, c'est-à-dire au niveau de l'occidentalisation, etc. Parce que ceux qui, de la faction Kodowa, revendiquent ce coup d'État pour détruire, hein, on va dire, la modernité et l'occidentalisation japonaise et veulent vraiment le rétablissement de l'empereur. Et voilà, donc c'est un peu un événement qui est assez tragique puisque les putschistes vont être exécutés et jusqu'au bout ils vont croire à l'empereur, etc. Ce qui est assez, on va dire, tragique, ce qui me plaît d'ailleurs personnellement. Et donc les putschistes vont être réprimés. Alors, et là on va arriver sur, on va dire un peu la conclusion de cette conférence. Pourquoi? Parce que j'ai passé sur la Seconde Guerre mondiale, si ce n'est que la Seconde Guerre mondiale, si je peux faire un commentaire là-dessus, c'est que la Seconde Guerre mondiale va, comment dire, c'est là où véritablement on peut dire que la tradition et la modernité vont se mettre ensemble. Et c'est un avis que je porte, qui peut être polémique, hein, c'est dire que pour moi, la seule fois où la tradition, la modernité au Japon a été fusionnelle, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Parce que la guerre apportait des ressources, etc. au Japon, donc de l'économie en plus pour les Aibatsu, et donc l'industrialisation, etc. Euh, a été contribuée par la guerre, et en même temps l'esprit guerrier japonais, donc qui incarne la tradition. Hein, encore une fois avec la faction Kodowa, c'est vraiment une incarnation de la tradition par l'esprit guerrier. C'est là où on aura une exaltation de l'esprit guerrier. Euh, Parce que c'est là où on fait beaucoup plus référence aux samouraïs, etc. L'apparition des kamikazes, hein, d'ailleurs, la véritable prononciation, c'est par rapport à cela. L'esprit guerrier japonais va être exalté pendant la Seconde Guerre mondiale, va être énormément exalté. Ce qui est en partie explicable, c'est parce que Sadao Araki, donc le fameux Sadao Araki, le fameux taliban nippon, comment dire, il va être ministre de l'Éducation. Et pourquoi? Parce que voilà, Sadao Araki va gérer l'éducation. Il va être nommé comme ça parce que voilà, pour exalter le militarisme japonais. Ce qui est en partie explicable. Et donc, c'est la seule fois où le Japon va être incarné, va incarner la tradition et la modernité dans son ensemble. Mais je passe sur la Seconde Guerre mondiale parce que voilà, c'est pas intéressant, il y a rien qui se. Maintenant, j'aimerais parler de l'occupation américaine. Là, en fait, la conclusion de la conférence va se parler sur deux événements. Donc, vous connaissez un des auteurs de l'événement en 1970. Donc, l'occupation américaine, donc, je vous explique, le Japon étant quasiment en ruine, le Japon se fait occuper militairement par les Américains, et l'occupation américaine est gérée par MacArthur. MacArthur a clairement un objectif qui lui est donné, c'est-à-dire que le Japon ne doit pas sombrer dans le communisme, parce que à ce moment-là, les groupes communistes japonais sont assez forts, hein, c'est incarné par exemple par Sanzo Nosaka,
qui est un intellectuel japonais marxiste qui est très important. Donc MacArthur, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit mettre sous cloche le Japon, c'est-à-dire qu'il doit purger ce qui faisait l'esprit impérial japonais, tout en préservant l'ordre social. Et donc il va s'aider des Aibatsu et aussi de l'empereur. Il va vouloir absolument préserver l'empereur parce que toucher à une figure sacrée qui est l'empereur, ça fait rapidement mauvais ménage. Et il va vouloir aussi créer un Japon pacifiste, ce qui est assez contradictoire avec l'esprit japonais à ce moment-là. Il va faire plusieurs choses. Il va notamment donc recréer une constitution japonaise pacifiste. Et là, le fameux article 9 de la constitution japonaise dit, par exemple, il limite l'armée énormément. Hein. Il va prendre des personnalités politiques japonaises libérales conservateurs. Mais un des plus grands points qu'il a fait, c'est il va demander à l'empereur, personnellement, de déclarer son humanité. En gros, il demande à Hirohito, comme je l'ai dit, l'empereur est une figure semi-divine, Hirohito doit déclarer sa nature humaine. Pourquoi? Parce que sa nature semi-divine, c'est le principal obstacle en fait à l'instauration d'un Japon américanisé plus pacifiste. Et c'est ce qu'il va faire Hirohito. Hirohito, sûrement dans un esprit de préserver la nation japonaise, Hirohito est une personne très complexe à étudier parce qu'il est très discret sur sa vie. Euh, Hirohito, en 1948, va déclarer son humanité à la société japonaise. Ce qui va amener, à un séisme dans la pensée japonaise. Pourquoi? Parce que l'empereur est véritablement sacré. Et le rôle semi-divin qu'a l'empereur est très important dans la nation japonaise. Et beaucoup de la politique japonaise vont critiquer cette décision, disant que ce n'est pas normal parce que à quoi sert l'empereur s'il n'est pas semi-divin? À quoi sert l'empereur s'il abandonne sa responsabilité? À quoi sert l'empereur s'il abandonne le mandat céleste? Parce que l'empereur a un mandat céleste qui fait qu'il dirige de manière techniquement, de manière très autoritaire le Japon. Et ça, la politique japonaise, elle est complètement, elle, est, elle a un séisme politique en fait. Et c'est parce que c'est pas normal pour eux, parce que c'est un semi-dieu qui déclare son humanité et abandonne, on va dire, sa responsabilité. Ce qui fait que l'empereur, c'est que c'est un arbitre suprême. C'est un arbitre suprême du Japon, théologique, on va dire quasiment. Et un de ces écrivains, vous connaissez sûrement, parce que c'est un écrivain très connu, qui est connu pour d'autres choses, mais qui, voilà, qui va être très connu pour ça, c'est Yukio Mishima. Vous connaissez hein, sûrement. Yukio Mishima, qui, dans un de ses livres, va véritablement critiquer la décision de l'empereur. La décision de l'empereur d'avoir abandonné son statut divin. Je ne sais plus quel livre où il va critiquer cette décision, mais c'est le livre. Comment il s'appelle? Je pense qu'il s'appelle. Ah, je sais plus. Mais dans un de ses livres, il va critiquer justement donc la politique japonaise. Il critique l'occidentalisation, l'américanisation de la société japonaise, le fait que la société japonaise se retrouve déracinée de ses propres principes, la destruction de l'esprit guerrier japonais, le fait que l'armée soit complètement limitée et aseptisée, ce qui fait que c'est la fin en fait de l'âge d'or de la pensée politique de l'armée japonaise. L'armée japonaise va se retrouver aseptisée. Hein. Il n'y a plus de penseurs politiques japonais. Hein. Sadao Araki, etc. Il n'y aura plus de ces gens-là dans la pensée politique de l'armée japonaise. Et donc, Yukio Mishima va donc critiquer tout ça, ce qui va amener au dernier événement que je vais présenter, qui est on va dire une sorte de coup d'État tenté par Yukio Mishima avec des membres de l'armée.
encore une fois des sous-officiers de l'armée, en 1970. Yukio Mishima, en fait, va s'illustrer, hein, donc, pour critiquer justement donc, tout ce qu'il avait critiqué. Et après, il va donc se suicider, hein, il va se suicider selon les rites japonais. Et là encore, c'était, on va dire, un peu la dernière tentative de sauver le Japon de l'occidentalisation et de l'américanisation et de la modernisation de la modernité, hein, en fait, en général. Et donc, Yukio Mishima, en fait, c'est un peu le dernier héritier spirituel donc, de la faction Kodowa, de l'esprit guerrier japonais de Saigo Takamori, avec, au début avec la restauration Meiji, la faction Kodowa, Sadao Araki, etc. Et en fait, Yukio Mishima va reprendre en fait ces principes-là, et ça va être un peu la dernière incarnation de l'esprit traditionnel japonais qui va s'incarner dans un esprit guerrier, militariste, etc. Parce que, encore une fois, la tradition japonaise va s'incarner véritablement dans les traditions samouraïs, les anciennes traditions laissées par les samouraïs. Euh, et donc voilà. Et donc je conclus sur ça, je conclus cette conférence sur ça. Conférence qui a été plus longue que prévu. Euh, et donc, vous qui avez peut-être une vision, justement, qu'on vous dit que oh, le Japon c'est génial, le tradition et modernité se coexistent, sachez qu'en réalité non, ce sont deux forces qui se sont opposées de manière très violente dans ce que j'appelle un combat à mort larvé, parce que c'est assez inconstant ce genre de combat entre la tradition et la modernité. Et c'est là où, actuellement, on peut dire clairement que la modernité japonaise a gagné contre la tradition japonaise. J'ai envie de vous dire, les Japonais n'ont plus actuellement n'ont plus cette vision de l'esprit de Yamato, non plus cette vision du Bushido, non plus cette vision du shintoïsme. D'ailleurs, le shintoïsme est en déclin au Japon. Euh, Concernant, par exemple, la tradition japonaise, on regarde bien, mais que les Japonais sont complètement occidentalisés, américanisés. Euh, les Aibatsu qui deviennent les Kiretsu, hein, pour changer de nom, parce que c'est une nouvelle génération de grands conglomérats industriels qui va arriver au jour avec avec la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais par exemple, les Kiretsu qui vont dominer la politique japonaise économiquement. Par exemple, on a une suprématie actuellement en politique du Parti libéral conservateur. Le Parti libéral conservateur qui n'est qu'un parti libéral à la con conservateur, un peu comme les républicains en Amérique, et qui vont être soumis aux intérêts américains. L'actuelle première ministre, d'ailleurs, hein, véritablement, hein, c'est ce qui est triste, c'est que tu as la première ministre japonaise, on dirait qu'elle est toute contente, toute excitée de retrouver les Américains, alors que on parle quand même des Américains, ceux qui ont lancé 2 bombes atomiques sur les Japonais. La seule utilisation de la bombe atomique en guerre sur des civils, c'est pas fait par les Américains, c'est sur les Japonais. Ce qui est tragique, on va dire, tragique. Euh, et donc, ce qui est assez, comment dire, c'est qui, voilà, qui est assez navrant. Et donc, actuellement, donc la modernité l'a gagné sur la tradition. Mais l'a-t-elle gagné éternellement? C'est ça la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'elle l'a gagné éternellement? Je ne pense pas, parce qu'on voit très clairement, que la tradition japonaise l'a remporté, que la tradition japonaise va peut-être ressurgir des pensées nationalistes japonaises. Mais est-ce que c'est une résurgence du nationalisme japonais traditionnel, ou est-ce que c'est plus un nationalisme japonais type RN France? C'est ça la question. Et je pense très clairement et tragiquement que c'est plus un nationalisme japonais type RN++. Et c'est ça qui va être dommage. C'est ça qui, pour moi, est dommage, sincèrement. Oui, parce que moi, je fais l'apologie, l'apologie de la faction Kodoha. Et, euh, et donc voilà. Donc
pour moi, le Japon, en fait, a une fausse coexistence. Et pour moi, le Japon, c'est une, pour moi, un des théâtres les plus violents d'affrontement entre la tradition et la modernité. Tradition et modernité qui se sont opposées au Japon et qui ont fait le moteur, on va dire, du Japon moderne pendant un moment, et qui va conduire, par exemple, à des formidables avancées, mais aussi des choses comme la Seconde Guerre mondiale. Et donc voilà. Et donc, c'est sur ça que je finis cette conférence qui a été plus longue que prévu. Et donc voilà. Je vous remercie en tout cas de m'avoir Allah. écouté aussi, surtout. Et bah merci mon cher Soph, merci pour cette petite conférence. Très intéressant. Merci beaucoup. C'est vraiment, ouais, c'est très intéressant. Vraiment, moi, je suis plongé dedans. Bah, la période des années 20, des années 30, elle est super intéressante au Japon. Ouais, franchement, oui. C'est une de mes périodes que j'adore, que je préfère le plus sur le Japon, hein. Vraiment, on parle beaucoup de la période Sengoku ou la période des samouraïs, etc. Mais moi, moi, personnellement, je préfère vraiment en 1920, hein. Donc oui, oui. Alors, c'est vrai que quand on regarde les Japonais, on parle beaucoup des Africains, etc., du racisme anti-blanc et des talibans. Mais bordel, les Japonais avant, Sadao Araki ne plaisantait pas, par exemple, hein. Comment s'appelait l'unité de l'armée japonaise qui s'est rendue coupable de sévices très graves pendant la guerre Ah, ouais, ouais, je vois de ce que tu veux parler. Ouais, j'ai pas Unité parlé de ça parce que c'était mon sujet préféré. 141 ou un truc comme Non, ça, je sais plus. c'était le 731. 1631, ouais. C'était, oui, ah ouais, ouais, alors là, oui. Alors, si vous voulez vous renseigner sur l'unité 731, allez-y, hein. C'est une histoire qui est, bon, glauque, très glauque, hein, même. Il y a même un film qui a été fait sur l'unité 731, et je vous préviens, sincèrement, il est horrible, ce film, hein, parce que l'unité 731, pour résumer, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est une unité de l'armée japonaise qui devait expérimenter les expériences bactériologiques et les armes, on va dire, bactériologiques. Et en fait, elle va se baser sur deux endroits, je pense, c'est à Canton et en Mandchourie. Et en gros, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre littéralement des Coréens, des Chinois et des Mongols au hasard, ou des opposants politiques, hein. Ils considèrent d'ailleurs que les Japonais, les Chinois, les Coréens, etc., sont de grosses merdes pour vous parer eux. Et ils vont faire des expériences bactériologiques dessus. Ils vont tester la peste, le choléra, etc. Ils vont ingérer ça. Ils vont essayer de créer des armes comme ça, en mettant des expériences humaines. Euh, Par exemple, il y a aussi tout plein d'expériences loufoques, par exemple, mais c'est ce qui est très grave, hein. Et celui, d'ailleurs, il me semble que celui qui gérait cette unité C-31, c'est le général Shiroishi. Et Shiroishi n'a pas été condamné par les procès de Tokyo. Je voulais aussi en parler justement aussi de les procès de Tokyo concernant ce qu'elle a donné comme image aux Japonais de la guerre. On vous dit beaucoup que Hideki Tojo, par exemple, était un Hitler japonais. Clairement, quand on regarde plus les archives, etc., les, les mouvances politiques de l'armée japonaise, Hideki Tojo n'était pas un Hitler japonais, ou alors était un Hitler raté japonais, mais véritablement, ce n'était pas. Parce que on vous dit que. Alors, pourquoi Parce pourquoi on vous dit que c'est un Hitler japonais? Parce qu'on vous dit que les historiens disent que le procès de Tokyo et l'empereur, ça a été convenu par MacArthur, par l'empereur et par les anciens généraux de l'armée, que Hideki Tojo serait le visage de la défaite japonaise. En gros, pour prendre à la place de l'empereur, en gros. En gros, pour déresponsabiliser l'empereur, on avait utilisé Hideki Tojo. Hideki Tojo qui était le premier ministre de la guerre, qui était ministre de la guerre et qui était le premier ministre. Mais le problème, c'est que quand tu regardes dans les
En vérité, Hideki Tojo n'a pas vraiment dirigé, n'a pas été le maître d'œuvre hein, du militarisme japonais. Sadao Araki a plus contribué au militarisme japonais, mais lui n'a pas été condamné lui aussi. Sadao Araki, lui, il avait même vécu jusqu'en 1988. Hideki Tojo, il n'a pas été le grand maître d'idéologie quelconque japonaise. Il dirigeait même pas véritablement toute l'armée japonaise dans la Seconde Guerre mondiale, parce qu'elle était très disparate, hein, l'armée japonaise de la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, la guerre sino-japonaise de 1937, la guerre sino-japonaise de 1937, elle n'a pas été voulue par la haute autorité de l'état-major japonais, par Hideki Tojo. La guerre sino-japonaise a été déclenchée par Kenji Ishiwara, Kanji Ishiwara. Kanji Ishiwara, c'est lui qui a fait l'incident du pont Marco Polo. Et c'est pas lui, hein, c'est pas Hideki Tojo qui a inspiré la guerre. Hideki Tojo, pourquoi on l'avait choisi en Premier ministre? Et d'ailleurs, il va démissionner de son poste de Premier ministre après la bataille de Saipan, donc en 1940, je sais plus, en 1942, 43 ou 44, mais je ne sais plus. Mais en tout cas, il va démissionner avant la fin de la guerre. Hein. Et Hideki Tojo, c'est un bureaucrate militaire. C'est quelqu'un qui est très bon comme étant bureaucrate militaire, comme quelqu'un qui organise les choses. Il va être choisi par l'armée japonaise pour centraliser un peu l'armée japonaise. Parce qu'elle était, comme une fois, elle était très disparate, il y avait plein de factions. Et les factions vont plutôt choisir Hideki Tojo. Hideki Tojo, qui n'était pas quelqu'un de très charismatique, c'était quelqu'un qui était assez discret, c'était quelqu'un voilà, qui n'était pas véritablement un maître d'œuvre. Donc, si vous pensez qu'Hideki Tojo était un Hitler japonais, non, ce n'était pas un Hitler japonais. Donc, clairement, tu avais plein de maîtres idéologues qui étaient bien plus, comment dire, qui étaient bien plus influents que lui. Sadao Araki, en premier exemple, mais aussi Kanji Ishiwara, celui qui a provoqué la guerre entre le Japon et la Chine en 1937, était un maître d'œuvre bien plus intéressant que Hideki Tojo. Donc voilà. Je voulais répondre sur ça, concernant le Hitler japonais Hideki Tojo. Mais ouais, donc l'unité C-131, pour revenir à l'unité C-131, là par contre, là c'était loufoque, hein, c'est vraiment très bizarre, hein, l'unité C-131. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, interrogations, notamment sur la restauration Meiji? Parce que j'ai abordé trop rapidement peut-être cette restauration Meiji. Ça mérite une conférence entière dessus, hein, la restauration Meiji. Hein. Mais voilà, je voulais présenter rapidement comment le Japon s'est retrouvé dans la modernité. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions, voilà, des interrogations particulières ou quoi que ce soit? Je te remercie. Ok, ok. Peut-être que Zertor a des questions. Ouais, Zertor, c'est ce que tu as aimé ou pas Parce que j'ai employé beaucoup de noms. Hein. Je sais que j'ai employé beaucoup de concepts et de noms dans mes explications, surtout au début. Mais voilà, je suis vraiment désolé, mais c'est vraiment, c'est assez complexe, hein, la politique en Asie. Pas aimé. Ok, ok. Oh, ça me fait plaisir alors. Si, ça veut dire que j'ai bien expliqué. Ah oui, oui. Ah oui. Oui. Ah oui. Ouais, c'est vrai que. Oui, bah, en même temps, c'est pas aussi une chose qu'on apprend à l'école. Hein. Euh, Ah oui, très clairement. Bah, Sadao Araki, par exemple, il est mentionné de nulle part, hein, alors que Sadao Araki, c'est véritablement un des maîtres d'œuvre du militarisme japonais. On parle beaucoup, oui, le Japon était très militariste pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. Oui, mais si on vous dit que si le Japon était militariste, c'est en partie grâce à Sadao Araki, parce que bien qu'il a été opposant politique, notamment à l'ordre politique japonais,
c'est lui qui inspire le militarisme parce que plus tard, il deviendra ministre de l'Éducation. Et c'est lui qui va faire un peu l'éducation japonaise hein, pendant la Seconde Guerre mondiale. Des générations de Japonais vont être vraiment matrixés par Sadao Araki. Hein. Et c'est normal parce que Sadao Araki, c'est quelqu'un qui est très charismatique et quelqu'un qui est un formateur dans l'âme. Hein. C'est quelqu'un qui gère les formations de l'armée japonaise, etc. Mais oui, c'est ça, bah, c'est celui-ci. Euh, voilà. Et d'ailleurs, donc Yukio Mishima, là aussi, hein, Yukio Mishima, il reprend un peu cet esprit-là. Si vous aimez bien Yukio Mishima, je vous invite à vous renseigner sur cette partie de sa vie. Ah ouais, oui, oui, oui. Mmh. Mmh. Oui. Ouais, en plus, ouais. Ouais. Alors là, mal nécessaire, c'était pour punir les Japonais, hein, c'était pas. euh, et on te dit, oui, c'était un mal nécessaire pour arrêter la guerre. Alors, pour vous dire, ce n'est pas les bombes nucléaires hein, qui ont fait que les Japonais ont capitulé. Hein. Parce que même avec les bombes. Alors, pourquoi? Ouais, parce que juste avant, les Japonais ont reçu pire comme bombardement hein, par les Américains. Le, les, ouais, t'avais le raid de Tokyo qui était juste avant les deux bombes atomiques. Ouais, voilà. Ouais, ils nous ont tout rasé. Ça faisait 100 000 morts, hein, le bombardement de Tokyo. Hein. Ouais, ouais, c'est dans les flammes, parce qu'ils ont utilisé des bombes maçonnières en plus. Hein. Ils ont pas été mollo. Hein. Et donc, ouais, les bombes atomiques, bah, elles étaient moins pires que les bombardements. Et le Japon, même après ça, tu avais beaucoup de généraux qui voulaient continuer la guerre. Ils disaient, ouais, ils peuvent nous sortir autant de bombes atomiques qu'ils nous veulent. On peut les défendre. Hein. Ce qui va en fait faire la capitulation du Japon, et c'est d'ailleurs c'est pour ça que le Hirohito prend pour raison principale les bombes atomiques, parce que c'était vraiment pour cacher quelque chose. C'était l'invasion de la Mandchourie par l'Union soviétique. Bah oui, c'est ça. Et en fait, l'URSS envahit la Mandchourie, qui, comme je l'ai dit, hein, était vraiment le joyau de l'Empire du Japon. C'était vraiment le rage britannique du Japon. C'est-à-dire que toute l'industrie japonaise, la grosse industrie était installée dedans, les exploitations de charbon, etc., étaient installées dedans. C'était véritablement un joyau hein, pour les Japonais. Et donc, c'était vraiment le truc à ne pas perdre absolument. Et là, tu as l'URSS qui, en plus de ça, balaye en même pas 2 semaines l'armée japonaise en Mandchourie. C'était vraiment une humiliation. Et en plus de ça, l'armée japonaise, donc, qui est en Mandchourie, a été balayée. Et en plus de ça, c'est que déjà avant la Seconde Guerre mondiale, les Japonais avaient une peur bleue de l'Union soviétique, parce que la doctrine du Nord, elle a été vite fait abandonnée parce que en 1939, tu as eu un conflit frontalier entre les Japonais et les Soviétiques en Mongolie, parce que la Mongolie était un régime pro-soviétique, et les Japonais voulaient le renverser. Et donc, tu avais la bataille de Khalkhin Gol. La bataille de Khalkhin Gol, où l'incident de Khalkhin Gol, euh, les Japonais avaient développé une peur bleue des Soviétiques. Et donc, c'était ça qui avait fait la capitulation de l'armée japonaise. Parce que les généraux avaient vraiment, véritablement peur que les Soviétiques aillent plus loin, c'est-à-dire en Corée et après débarquer au Japon. Ça, ils avaient une peur bleue parce qu'ils pensaient que le communisme allait rentrer au Japon. Et comme je vous avais dit, le communisme au Japon était assez puissant à ce moment-là, généré par Sanzo Nosaka et le Parti communiste japonais. C'est pour ça, d'ailleurs, que les Japonais vont capituler. Et Hirohito, en fait, dans son discours, disant que les Américains ont sorti une arme apocalyptique, etc.,
c'était véritablement pour dire que, bah, en fait, on a perdu la guerre, mais pas, mais pas à cause de la Mandchourie, voilà. Alors que c'est clairement à cause de la Mandchourie. Et oui, non mais oui, c'est pas c'était pas un mal nécessaire, hein, les bombes atomiques, c'était véritablement de la pure punition, c'était de la pure vengeance, hein. Ouais. Ah oui, oui, oui. Ils ont vraiment, Sacrifice. Ils ont ouais. sacrifié, ils ont sacrifié le Japon, pour museler, l'Union soviétique, Ah oui, oui, oui. et de leur faire fermer, leur gueule, et les traumatiser, pendant, 50 ans. Oui, ah oui, clairement. Mais c'est ça le but des réformes de MacArthur et c'est pour ça qu'il y a eu Ouais. la déclaration d'humanité de l'empereur, hein, c'était pour ça, c'était pour mettre la société japonaise sous cloche, hein. Et Heu MacArthur aurait dû être nommé empereur, je le pense. et d'ailleurs, normalement, tu avais une 3e bombe qui devait être sur Tokyo, Ouais. mais mais MacArthur il a dit: «Ouais, non, si vous faites ça, vous tuez l'empereur et ça veut dire que l'empereur, déjà parce que l'empereur Hirohito était le seul interlocuteur que pouvaient employer les occidentaux, parce que c'était le seul qui était un peu plus opposé, à la continuation de la guerre parce que Hirohito étant une personne qui était assez complexe et une personne qui, avait véritablement un souci profond pour le Japon, heu, se ne voulait pas, hein, que la guerre dégénère non plus, au niveau du sol japonais. Mais en plus de ça, c'est que c'est comme c'était une figure sacrée, si tu touches à l'empereur, là les Japonais ils rentrent en mode terroriste de Daesh, hein, mais littéralement, hein. Il y a plein d'anecdotes, hein, sur la fin de la guerre, de mecs qui étaient sur une île, qui campaient l'île et qui lâchaient pas le poste, en fait, Ah oui, oui. jusqu'à ce que, il y ait pas, un de leurs officiers précisément qui vienne les voir pour les relever, quoi. Oui, Ils oui. y croyaient Ah ils y oui, c'est croyaient pas, en fait. Hiro Onada, heu, quand il Oui, qui est reste sur une resté, île oui. aux Philippines, ouais, il reste aux Philippines jusqu'aux années 80 parce que en fait, c'est que, bah oui, comme tu dis, comme les Japonais ont dit: «Ouais, bah, vous avez pour seul ordre de, de tenir jusqu'au bout et tant que votre officier n'a pas votre officier n'a pas Ouais, donné l'ordre vous de». relève pas officiellement, vous restez là, vous campez, quoi. Oui, oui, Vous mangez des racines et des vers, en fait. Vous posez oui pas de questions. et c'est oui, voilà, mais j'ai on a tendance à beaucoup un peu glorifier l'esprit, de sacrifice japonais, mais en soi, l'esprit de sacrifice japonais, quand tu le compares à Daesh, c'est pas c'est pas aussi, différent, hein. Notamment avec les Ah oui, kamikazes, non, ça aussi. ils sont jusqu'au boutiste, hein, Ah ils sont oui, jusqu'au boutiste, au dernier degré. d'ailleurs, il y a des lettres, kamikazes qui sont vraiment très belles par contre, hein. D'ailleurs, il me semble que les Japonais ont tenté de vouloir les mettre au patrimoine de l'UNESCO parce que véritablement, c'est des j'ai envie de dire, quand tu vois le contexte et tout, ça te fait limite pleurer de voir ces lettres, de kamikazes japonais et c'est très beau, hein, d'ailleurs dans leur écriture parce que les Japonais ont une manière d'écrire et cetera qui est très poétique, dans leur façon d'être, dans leur façon d'écrire et franchement, c'est incroyable et tu as d'ailleurs une chanson, pour les kamikazes qui est aussi très belle. Donc véritablement, c'est vrai que quand tu regardes, ouais, les Japonais ont véritablement été jusqu'au boutiste, hein. C'est un peu très, un peu, Warhammeresque, hein, j'ai envie de dire. Ah oui, oui, c'est très, Warhammer 40K, l'Imperium, l'empereur Dieu, quoi, mais c'est ouais, ouais, donc voilà, donc c'est très intéressant à étudier sincèrement, vraiment véritablement, c'est vraiment pour moi une des périodes les plus intéressantes à étudier sur le Japon. Quand tu regardes maintenant le Japon d'avant, c'est voilà quoi, ça paye pas de mine, hein. Bah, D'un tu vois, côté ça c'est les trucs comme ça, c'est là où tu vois qu'il y a encore l'empreinte, du Bushido, quoi, jusqu'au bout, ah c'est oui, le seul échec possible, c'est la mort, quoi. oui, Heu, oui,
Bah, il y a un côté panache à la française, un peu comme ça, effectivement, quand tu regardes les troupes, surtout les troupes qui ont une culture très proche de la mort, ça va être les parachutistes, ce genre de section. Des mecs qui Oui, sont oui. tout le temps aux frontières de la mort en permanence, ils développent une culture un peu comme ça, fanatique. Autour de la mort, oui. Ouais. Ah oui, oui, oui. Et c'est là où tu ressens que tu as la tristesse de la mort, mais en même temps, tu as la fierté quand même de mourir bah, pour l'empereur. Pour... Ouais, c'est véritablement beau, hein, c'est vraiment, vraiment beau. Et donc voilà, donc, c'était cette réintrodu c'était voilà, c'était cette conférence au Japon, j'avais envie de la faire parce que c'est vraiment très intéressant. Et je pense sincèrement que mes prochaines séries de conférences, ça sera sur l'Asie en général. Et la prochaine, alors, véritablement, je pense sincèrement que je vais faire des choses autour, avant d'aborder la Chine, parce que je dois notamment faire la deuxième partie sur la Chine, voilà, la Seconde Guerre mondiale en Chine, etc. Et Mao Tse-Tung et Chiang Kai-shek. Mais je vais faire un peu tout autour de la Chine, c'est-à-dire que là, j'ai fait le Japon, et la prochaine, ça sera sur la Corée. Donc voilà, je vous dis sur la Corée, mais sur la Corée moderne, c'est-à-dire la Corée du Nord et la Corée du Sud. Ah, ça aussi, ça peut être intéressant. Et, ben justement, c'est là où j'ai envie de dire, finalement, et en fait, la conférence sur la Corée, ça va démontrer un peu la Corée du Nord, enfin dire, comment dire, enfin comment dire. La Corée du Nord, en réalité, elle aussi, elle reprend dans cette opposition entre tradition et modernité. Je ne dis Ouais, pas plus parce à que fond, ça, à ça va fond, être... à fond. Ah, je suis impatient parce que c'est un très bon sujet, ce que tu viens de dire là. Très très Ah bon oui, sujet. oui. Parce que entre la divinité, on va dire, ça se rapproche un peu de la divinité de l'empereur, et tu rajoutes à ça une surcouche bolchevique, le couteau Ah entre les oui, dents, c'est excellent, hein. ah oui, Le demi-dieu communiste, faut oser, ah faut oui, oser. oui, oui. T'as ce mysticisme communiste, etc. T'as l'ethno-nationalisme coréen, et Ouais. t'as, ouais, cette religion créée par le suprême leader, Kim Il-sung, le président éternel. Bah alors, pour le Japon, alors, euh, bah concrètement, ce que j'ai envie de te conseiller, c'est les sources rapportées, bah comment dire, les véritablement en fait j'ai appris concernant le Japon de manière concernant les articles, etc. Mais si tu veux des livres, etc., pour te mettre dans le contexte, bah, je peux bah, justement le livre d'Ikikita, par exemple, le livre d'Ikikita, c'est ouais, c'est encore une fois, mais attends, je l'avais dit dans la conférence. Voilà, Ikikita, an outline plan. Attends, putain, mon anglais. An outline plan to Japan reorganization. Je pense que c'est dans ce prix-là. Là, si tu tapes Ikikita livre théorie politique, et c'est un bon livre pour t'introduire justement à la pensée, on va dire, japonaise et la pensée japonaise contre la modernité. Euh, qu'est-ce que j'avais lu un peu aussi? J'ai un peu feuilleté, hein, parce que j'ai un peu feuilleté un peu partout. Ah, non, non, je pense pas. Euh, mais après, j'ai peut-être que ça à proposer parce que c'est véritablement ce qui va faire le point central de la conférence. Euh, J'ai lu d'autres livres, hein, mais je peux t'envoyer après la liste. Hein, j'ai feuilleté d'autres livres, etc. Mais si tu veux,
tu as ça, tu as peut-être aussi les lettres écrites par l'empereur. Tu avais des lettres écrites par, donc tu avais un mémoire écrit par Hirohito. Et Hirohito, à un moment, il parle de justement l'incident du 26 février et la faction Kodowa, etc. Et tu vas voir son point de vue, il est très intéressant hein, d'ailleurs au niveau de son. D'ailleurs, c'est une chose qui était restée secrète jusqu'en 1990, hein, pour vous dire. Véritablement, c'est la source qui m'a donné envie. En fait, ah oui, bah alors, comment dire? Tu vois, comme je t'ai dit, j'étais un peu dans ma lubie de la Chine. Voilà, j'étudiais la Chine, etc. Et donc, quand tu dis la Chine de l'histoire moderne, bah, tu as l'implication japonaise hein, qui est assez importante. Du coup, j'ai appris sur l'application japonaise. Donc, je me suis dit, pourquoi pas aller plus loin, qu'est-ce qui fait vraiment la source du militarisme japonais, qu'est-ce qui fait la source de l'expansionnisme japonais, etc. Et j'ai appris donc dans ce truc de cette trajectoire d'études, bah, la faction Kodowa. Et je suis tombé sur un moment sur la chanson de la faction Kodowa, qui est une très belle chanson. Hein. Euh, si tu tapes, c'est Ode to Showa Restoration ou, euh, ou Showa Ishin no Uta. C'est une très belle chanson qui justement critique toute la modernité du Japon, disant que les Aibatsu sont des villes arrogants qui ne pensent à rien au Japon. Euh, et donc ça m'avait fasciné parce que moi, tu vois, toi aussi, tu es sûrement dans la détestation de l'homme de la société moderne. Et donc, ça m'avait vraiment touché hein, au niveau de ma sensibilité. Et c'est pour ça que j'ai envie de faire cette conférence, parce que je sais que beaucoup d'entre vous détestent la société moderne, tout comme moi. Et je voulais donc vous montrer un peu comment, au Japon, ce n'est pas que des kawaii, etc., des mangas, etc., que bah, justement, tu avais aussi une détestation de la société moderne au Japon, et c'était même été quasiment instrumentalisé, institutionnalisé. Donc, oui, bah, oui, malheureusement, quand tu regardes, c'est la modernité qui a gagné au Japon. Hein. Oui, alors, ouais. Ah oui, les mangas, etc. Oui, alors oui, j'aime bien la culture japonaise. Oui, mais si tu savais que la culture japonaise, elle te déteste. Enfin, euh, véritablement, une partie de l'armée japonaise désignait comme ennemi principal l'homme blanc. Euh, Sadao Araki. Oui, oui. En fait, c'est que, ouais. Alors oui, là en fait l'alliance avec Hitler et en fait c'est ça aussi c'est une facette qu'on étudie un peu trop moins de Hitler, c'est qu'Hitler a véritablement une vision, on va dire anti-occidentale. C'est que ouais, il a une vision qui est très orientaliste hein, Hitler. Ouais. Ah oui, oui. Ah oui, oui, ah oui. Et et oui, donc oui. Mais en plus de ça, donc comme j'ai dit, hein, mais véritablement, le Japon avait désigné pendant un moment l'homme blanc colonial. Et en fait, c'est que, comme j'ai dit, il y avait une sorte de pensée manifeste japonaise, c'est-à-dire comme en Amérique, hein, mais que chez les Japonais, en disant les Japonais sont le seul peuple fiable qui a battu les Occidentaux, parce que je rappelle que les Japonais ont battu en 1905 les Russes, et c'était véritablement un choc, parce que un peuple asiatique qui bat un peuple blanc, un peuple asiatique ouais, qui arrive
à détruire, hein, une armée qui était pourtant considérée comme la plus forte. Et donc, c'était une désignation de l'homme blanc comme ennemi. Hein. On parle du racisme anti-blanc en Afrique, mais le racisme anti-blanc au Japon, pendant un moment, ça ne plaisantait pas. Euh, et oui, encore aujourd'hui, tu as des Japonais qui sont encore dans cet esprit de racisme anti-blanc en disant que bah, l'homme blanc est mauvais, en fait. L'homme blanc est décadent, l'homme blanc est, comment dire, ouais, décadent, on va dire. Et, euh, et en fait, c'était la pensée manifeste japonaise, et c'est ce que disait Ikiketa. C'est pour ça que je t'invite à, à lire son livre, donc le livre d'Ikiketa, où il dit, où Ikiketa dit que bah, la destinée du Japon, c'est en même temps de libérer l'Asie, parce que l'Asie, comme était sous le joug colonial, mais la destinée manifeste du Japon, c'est libérer l'Asie. La Chine doit être libérée, l'Indochine, l'Indonésie, etc. Et en fait, quand tu regardes dans les sous-lignes, c'est pour te dire que le Japon doit dominer l'Asie, le Japon doit être le centre spirituel, économique, militaire de l'Asie, et que voilà, c'est. Ah oui, 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 ah oui, clairement. Et bah, d'ailleurs, cet esprit de libération de l'Asie, de destinée manifeste japonais, elle se retrouve dans la Seconde Guerre mondiale. Et c'est pour ça que ça nous amène à des choses où en fait, tu avais les Japonais qui faisaient des propagandes anti-occidentales dans les territoires occupés. Et c'est quand, en fait, quand en 1945, quand le Japon replie ses armées sur lui-même, donc quand les armées sont démobilisées, etc., en fait, quand les autorités, par exemple françaises, revenaient en Indochine, ils retrouvaient avec une population qui était complètement matrixée de la propagande japonaise. Et donc, ça a amené au nationalisme en Indochine, en Indonésie, etc. Ce qui fait que ça devenait complètement ingérable. Voilà. Euh, ah oui, oui. D'ailleurs, il y avait des caisses d'armes, à ce qui paraît. Les Japonais, dans leur un peu dans leur viciosité, ont laissé des caisses d'armes en Indochine pour les indépendantistes indochinois. Voilà. Donc voilà. Et donc voilà, mais oui, il y avait une certaine pensée de la destinée manifeste au Japon. Et là aussi, ça revient totalement avec l'esprit guerrier, etc. Et en fait, quand tu regardes, euh, la seule fois où la tradition et la modernité se sont accordées sur une chose, c'était sur la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi? Euh, parce que en fait, l'expansion à ce moment-là pour le Japon, c'était une chose qui était vitale en fait. Pourquoi? Parce que les Japonais ils étaient donc en crise démographique, c'est-à-dire que la démographie était beaucoup trop importante par rapport à la terre qu'ils habitaient. Donc tu avais besoin d'exporter de ta population de partout ailleurs, et donc la Corée, etc. Hein. Euh, Un deuxième chose, c'est que bah, le Japon, c'est une terre qui était très pauvre en termes de ressources, charbon, métaux, etc. Le métaux était de très mauvaise qualité. Hein. Ils importaient énormément. Ouais. Oui, oui. Tu avais beaucoup moins de terres cultivables pour la population qui était en croissance. Et donc, la solution qui était toute simple à l'époque, c'était l'expansion. Tu avais une Corée qui était complètement affaiblie, complètement soumise aux Occidentaux. Tu avais, en Chine, qui est la Chine des seigneurs de guerre, qui était complètement, quasiment féodale. Donc, tu avais, un boulevard. Tu avais les infrastructures occidentales dans le sud de l'Asie. Voilà, il fallait l'expansion. Et c'est la seule fois où, justement, je le dis, mais c'est la seule fois où la tradition et la modernité se sont rejoints au Japon. C'était pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est la seule fois, hein, parce que pendant cette guerre, bah, justement, tu avais toute cette exaltation, comme on avait dit, hein, l'exaltation de l'esprit guerrier japonais, la glorification de l'esprit japonais. Voilà. Donc, tu vois, c'est assez, ça démonte un peu le mythe du Japon, tradition et modernité, alors que c'est complètement faux. Hein. Donc voilà. Et c'est pour ça que c'est très intéressant à étudier. Hein. Sur cette optique-là, le Japon est très intéressant. Hein. Là où je trouve que peut-être tu passes un peu à côté d'un truc, c'est pas tant que les deux elles se livrent une lutte et que l'un remplace l'autre,
mais plutôt, moi j'ai l'impression, c'est les structures changent, mais finalement les comportements restent sur le côté clanique. Ils s'expriment soit dans tu vois, dans des clans féodaux avec un daimyo, etc. Soit après, ça devient des grosses compagnies, des gros industriels avec les Zaibatsu. Soit après, même pendant la guerre. T'as les factions de la marine, de l'armée, Oui. tu vois, qui s'affrontent aussi, qui se mènent des luttes politiques. Donc en vrai, tu vois, même si les structures changent, je trouve qu'il y a toujours la même expression du même comportement culturel. Et même maintenant, avec les grosses compagnies, tu vois, japonaises, les- bah, c'est pareil, il y a toujours ce côté un peu clan. Ah Je sais oui, pas. oui. Ah oui, c'est vrai qu'au niveau de la haute société, ouais, c'est vrai qu'au niveau de la haute société, par contre, l'esprit japonais, il est un peu préservé, hein, au niveau impérial, au niveau, voilà, bien que Tu vois, l'empereur ait abandonné. le salaryman a remplacé le samouraï. Le salaryman, c'est un peu le samouraï moderne, tu sais, qui passe sa Ouais, vie, en fait, qui dédie sa vie à son travail, qui en fait le but de sa vie. Et si un jour, le mec, il le perd son emploi pour une X raison, il va se jeter d'un pont parce qu'il a été déshonoré. T'as encore quand même pas mal de reliquats de ça. Après, est-ce que ça va pas changer? Ça, c'est possible, tu vois, ouais, avec les voilà. jeunes générations et tout, mais Mais ouais, mais là, c'est là où c'est au niveau le danger, c'est, tu vois, c'est au niveau de la jeune génération. C'est parce que, comme je l'ai dit, le shintoïsme est en déclin parce que les financements des temples, etc., baissent de plus en plus. T'as plus de, t'as plus l'importance comme avant d'un esprit guerrier, d'un esprit japonais, etc. Voilà, là, on est clairement sur un truc américanisé. C'est juste, ouais, dans la haute société, dans les vieilles générations, t'as encore cet esprit, ce reliquat de l'esprit japonais, mais c'est tout en fait. C'est que la jeune génération, on est complètement lobotomisée américaine, hein. C'est ça qui est tragique, hein, d'ailleurs, hein, d'ailleurs. Euh, mais ouais, ouais. ah, attends, ouais, attends, peut-être un film pour toi, si tu veux, Zator ou Emma Clonay. J'ai un film pour vous, justement, qui parle justement de l'incident du 26 février. Vraiment, c'est un incident central, hein. L'incident du 26 février, c'est vraiment un événement central. C'est... Alors attends, je recherche un film euh, du 26 février. C'est un film japonais, hein, d'ailleurs. Voilà, c'est Four Days of Snow and Blood. Euh, c'est un film qui est très bien d'ailleurs, hein. Véritablement, je l'ai regardé un peu et franchement, c'est vraiment très très bien. Donc c'est Four Days of Snow and Blood. C'est un film en 1989 qui est réalisé par Hideo Gosha, si vous connaissez. Donc c'est un très très bon film à regarder, hein, si vous voulez. Tu dois connaître, sauf l'histoire de Stephen King, l'espèce de l'Uchronie, et ils en ont fait une série, The Man in the High Castle. Ah oui, je connais, oui, oui, bien sûr, oui. Ouais. Bah, c'est vachement intéressant hein, sur enfin, l'Uchronie japonaise sur toute la côte ouest des États-Unis. C'est vachement intéressant. Ça Oui, dit beaucoup franchement, de c'est vrai que choses. ça va être assez. Je conseille. Hein, bon, la série, elle a deux, trois quand même défauts. Assez saoulant, mais autrement, l'histoire est très chouette. Ouais, franchement, ouais. Oui, tu peux, là, c'est bon, je pense que tu peux, hein. Je savais pas qu'on était, je savais pas qu'on était enregistré, c'était un enregistrement clandestin. Là. À tout moment, j'aurais pu déraper en vrai.